Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Culture et tout de suite le sommaire de ce mardi 11 décembre. Peinture, sculpture, customisation pour son 9e Salon des Arts. La ville de Plaisir a convié une douzaine d'artistes au sein du château. La poésie s'ouvre au public à nouveau. Versailles et le poète Didier Quin remettent cet art à l'honneur. Un nouveau cycle de lecture-rencontre est prévu tout au long de l'année. Du théâtre pour dénoncer les violences faites aux femmes. La pièce Des coups et du silence a été présentée à Trappes pour sensibiliser et échanger. Pour son 9e salon, la ville de Plaisir accueille 12 artistes et une invitée d'honneur. Du travail à partir de matériaux recyclés à la peinture, en passant par de la gravure. Le salon regroupe tous les styles artistiques, des œuvres à découvrir dans la salle Armande Béjart du château. Montez, montez, montez toujours plus haut pour voir le monde à la recherche d'une certaine tranquillité et de l'entraide. En créant Vue d'en haut, Anne Daufrachon cherchait de la magie pour voir au-delà. C'est voir d'en haut tout ce qui se passe en bas, c'est éviter tout ce qui est douloureux, c'est l'approche de la beauté, de la légèreté. Elle représente la pureté. Et pour faire cette colonne de coussin, c'était indispensable pour moi d'avoir du blanc. Si je l'avais fait en pierre ou en béton, ça n'aurait pas du tout donné la même chose. Comme Anne Daufrachon, 11 autres artistes sont exposés. Le 9e Salon des Arts de Plaisir laisse une grande place aux artistes yvelinois, comme Fabienne Dumouillat, passionnée de musique qui travaille des matériaux recyclés. Des guitares destinées à la destruction revivent entre ses mains. Dès que j'ai commencé, j'ai trouvé que les arrondis se prêtaient vraiment très facilement à la décoration. Et la difficulté de suivre un contour qui n'est pas rectiligne, c'est presque la motivation. Et une petite réflexion sur le plein et le vide, une image fractionnée implique un contour et ce contour doit être l'intérieur d'une autre image. Une 13e artiste alimente l'exposition. Véronique Lavenir est l'invitée d'honneur de cette nouvelle édition. Cette sculptrice travaille le bronze pour des œuvres où l'humain fragile cherche sa place. Et des prix du jury et du public seront remis ce dimanche 16 décembre. 6 auteurs francophones vont mettre la poésie au premier plan, transmission de savoir, partage d'inspiration. C'est l'idée de Poésie ouverte. Alors cette 2e saison débute dès demain, le mercredi 12 décembre. Didier Cahen, bonjour. Bonjour. Alors vous dirigez ces rencontres. C'est une 2e saison. Est-ce qu'on peut dire que la première a été un succès ? Ah oui, sinon il n'y aurait pas eu de 2e saison. Donc il faut remercier tout de suite le maire de Versailles, François de Mazières, et Jean-Marie Guinbert, qui est l'attaché à la culture, directeur des affaires culturelles, qui m'ont proposé de continuer. L'aventure s'est bien passée l'année dernière, je crois qu'il y a eu du monde, et surtout une grande qualité. Qualité des poètes d'abord, avec une très belle parole, qualité d'écoute merveilleuse de la part des auditeurs, et qualité d'échange, parce que c'est un peu ça l'idée. Les poètes viennent présenter leur travail, lire leur travail pour qu'on les entende. Et puis, ensuite, naturellement, le public est là pour dialoguer et pour réagir. Et parfois, ça a été un peu vif. Il n'y a pas eu forcément de consensus. Il ne faut pas croire que la poésie, c'est le monde des bisounours. Le poésie, ça veut dire aussi qu'il y a des points de vue à défendre. Ça veut dire aussi qu'il y a un état d'esprit. C'est toujours contemporain. C'est toujours contemporain. Ah, c'est une bonne question. J'espère, mais je crois. Vous savez, l'idée de la poésie est un petit peu, effectivement, désuète parfois, parce que on a un peu trop récité à l'école les récitations, on en garde parfois de mauvais souvenirs, parfois de très bons. Mais la poésie, c'est vraiment autre chose maintenant. C'est une multiplicité d'auteurs qui font entendre des voix. Je crois qu'il faut assimiler la poésie à une voix. Et ces voix, comme celle de Rimbaud, il y a très longtemps, elle est absolument reconnaissable entre toutes. C'est pareil, pour les auteurs contemporains, ce sont des voix qu'on essaye d'entendre, qu'on fait entendre. Comment vous est venue l'idée de proposer ces lectures ? C'était aussi un moyen de faire découvrir la poésie à tous, de dépasser le cadre scolaire, comme vous le dites ? Alors j'espère, il y a les petits aspects techniques. Au départ, j'ai une résidence d'écrivain. Par ailleurs, je suis responsable d'une chronique de poésie au Monde. Donc déjà, avec la tentation, l'idée, l'envie même de faire partager la poésie. La chronique du Monde s'appelle Transpoésie. Ça veut dire en vérité que
on est très attaché à une idée classique de la poésie, mais en même temps, la poésie diffuse, la poésie s'ouvre à un tas d'autres domaines. La poésie, elle est là dès qu'il y a cette envie, non pas d'utiliser la langue comme on le fait en ce moment pour échanger dans une simple communication, elle est là dès qu'il y a l'envie de parler la langue, dès qu'il y a l'envie de creuser les mots, dès qu'il y a l'envie et la possibilité de faire entendre des silences, de les faire résonner. C'est tout ça, proche de la musique aussi, évidemment. Alors, lors de ces rencontres, il y a 6 poètes qui vont participer. Vous êtes le 6e. Vous faites le rendez-vous le 15 mai. Le public pourra vous écouter ce soir-là. Le premier rendez-vous, c'est dès demain, le 12 décembre à 19h à la Bibliothèque centrale de Versailles. Vous êtes dans un écrin assez particulier. Et le poète invité, Abdelatif Lahabi, prix Goncourt de la poésie en 2009. Oui, Abdelatif Lahabi, c'est un Marocain. Et je suis content de commencer finalement avec quelqu'un qui est francophone aussi, mais arabe et au départ, évidemment. Bon, il a une vie compliquée. Dans les années 70, il a été pendant 8 ans en prison et ça a été probablement un moment fort de son rapport à la poésie. Et ce qui me plaît chez Lahabi et qui est très significatif de la poésie, c'est que même si c'est la douleur de l'emprisonnement, qui bien entendu, emprisonnement parce qu'il luttait contre le régime à l'époque, hein, c'est pas pour je ne sais quel autre motif, soyons clairs, et en même temps, toute sa poésie est véritablement un message d'espoir. C'est une célébration de la vie. Donc, cette espèce d'alliance entre la douleur qui est à l'origine du cri poétique et puis cette alchimie, j'aime pas le mot qui est un peu convenu, mais enfin cette façon qu'il a de transformer cette douleur en un cri d'espoir, c'est formidablement, encore une fois, l'esprit et la lettre de la poésie. Alors, vous le verrez, il faut venir demain pour partager, pour dialoguer, et vous verrez, c'est quelque chose qui est très accessible. Moi, ce qui m'inquiète toujours, c'est l'idée qu'on a que la poésie est un truc barbant, un truc réservé aux initiés, un truc... voilà. Non, pas du tout. La poésie, vivre, on fait partager. C'est un partage, c'est exactement ça. C'est un partage de vie avec des mots, avec un amour des mots, avec un amour de la langue. J'espère l'amour de l'autre aussi et de la vie, encore une fois. Bon, il y a quelque chose d'assez spirituel aussi dans l'exercice poétique. Alors, il y aura d'autres auteurs aussi, Bruno Doucet, Valérie Rousseau, Charles Julier, Patrick Kéchichian. L'idée aussi, c'est qu'ils parlent d'un grand ancêtre qui parlent leurs inspirations à eux aussi. C'est très important. On essaye aussi de faire entendre donc ces paroles actuelles qui résonnent avec le monde contemporain, mais bien entendu, ça vient pas de nulle part. La poésie a une histoire et on demande à chaque poète de présenter aussi rapidement un de ses maîtres, un de ses inspirateurs. Abdelatif Lahabi, son maître, ou un de ses maîtres, en tout cas, c'est Aimé Césaire, grand poète qui vivait à la Martinique, qui était un homme politique. Enfin voilà, il faut venir demain pour savoir qui était plus précisément. Oui, il faut garder un petit peu de surprise. Oui, bien sûr. Alors cette année, il y a aussi une particularité, vous allez à la rencontre de lycéens, notamment pour des ateliers d'écriture. Il faut partager très tôt aussi. Oui, et c'est pas cette année. C'était déjà comme ça l'an dernier, mais oui. Non, c'est très important. Le lycée Hoche est complètement partie prenante, le proviseur, les professeurs, il y a 3 professeurs cette année qui embarquent leur classe de seconde et de première. Et les mêmes auteurs, donc ceux que vous venez de nommer, viendront une première fois rencontrer les lycéens demain matin. Et ça, c'est pas ouvert au public. Mais ils pourront rêver. La poésie, ça fait rêver. 120 élèves seront réunis dans le grand amphithéâtre du lycée Hoche pour rencontrer Abdelatif Lahabi. Et l'année dernière, ils étaient tellement bouleversés par ce qu'ils ont entendu qu'ils ont fait un spectacle de poésie en fin d'année. Un vrai spectacle de poésie. C'était pas un truc un peu patronage comme ça. Et non, c'était un spectacle. Ça a été pensé du début à la fin, écrit, professionnel, vraiment formidablement. Alors on est un peu pressé par le temps malheureusement, mais pour écouter poèmes et surtout échanger avec les auteurs, notez bien les rendez-vous, 1 par mois jusqu'en mai. Et le premier, c'est le 12 décembre. Merci beaucoup Didier Cahen de toutes ces précisions. Merci à vous. Et la poésie est aussi au rendez-vous sur Saint-Quentin-en-Yvelines, 2 dates à noter dans vos agendas. Alors du côté de plaisir, elle se vit en langue des signes. Des poètes sourds se rencontrent à l'ancien restaurant du château pour une lecture rencontre et une projection. À Guyancourt, le compositeur Aurélien Maestrassi, le chef de chœur Flavien Bois et le directeur des itinéraires poétiques Jarre Faunet animeront un concert commenté autour d'un célèbre poète, Charles Baudelaire.
Après les commémorations de la Première Guerre mondiale vont débuter celles de la Seconde et à cette occasion, les archives départementales des Yvelines ont décidé de créer un jeu de plateau autour de la résistance en Seine-et-Oise. Le public est amené à contribuer à ce projet en créant lui-même son jeu. La première séance avait lieu la semaine dernière, regardez. Soirée studieuse, ces Yvelinois découvrent le monde du jeu de société, du produit fini à la création, première étape avant de créer soi-même son jeu. Auteur, autrice de jeux de société, c'est vraiment un métier, c'est un savoir-faire et comme tout métier, tout savoir-faire, ça se découvre et ça s'apprend. Donc nous, c'est vrai qu'on n'a pas la prétention de dire qu'on va faire en sorte que les gens deviennent auteurs, autrices en quelques ateliers, mais l'idée c'est qu'ils puissent découvrir un peu les rouages, les mécanismes. Il faut penser à tout, mais surtout à ses joueurs et à ses joueuses. 2 ans de travail sont nécessaires dans le monde professionnel. Ces participants auront quelques mois pour réfléchir autour de la résistance. Créer un jeu sur la thématique de l'histoire, ça faisait 2 choses vraiment intéressantes qui m'ont poussé à participer. Je trouve ça intéressant quand même de voir comment on adapte justement un thème derrière des mécaniques de jeu, comment on intéresse les participants, les joueurs au thème via le jeu. En avril, ils présenteront un jeu historique autour de Réseau, la version plateau pensée par les archives départementales et conçue par un professeur d'histoire-géographie. On va mettre en exergue en fait dans ce jeu la difficulté de résister, le fait que c'était extrêmement compliqué de se procurer les moyens de résister. Bien sûr, on était face à l'adversité, on pouvait risquer de se faire arrêter, voire pire. Donc voilà, c'est la dangerosité qu'on essaie de faire passer et les typologies d'actions qu'on pouvait faire, de la propagande à savoir distribuer simplement des tracts, jusqu'à des actions armées, du sabotage de plus grande envergure. Réseau doit sortir pour la fin de l'année 2019, mais il pourrait évoluer avec les idées fournies par l'atelier. 11 autres séances sont prévues. La prochaine est organisée le mercredi 12 décembre. Une pièce de théâtre pour dénoncer les violences faites aux femmes, des coups et du silence, écrite par Georges de Cagliari et mise en scène par Sarah Véron, aborde ces violences sous plusieurs aspects. La soirée s'est conclue par un débat théâtralisé organisé par la ville de Trappes. Manon Varaldo. Un homme pour en représenter plusieurs que reconnaissent les femmes victimes de violences. Cette marque ancienne au coin de l'œil, c'est lui ? Oui, mais c'était de ma faute. Des coups et du silence, cette pièce s'engage dans la lutte contre les violences faites aux femmes, l'occasion d'en voir toutes ses formes et tous ses aspects. À travers la pièce, on va aborder à la fois les violences conjugales, mais également aussi les violences dans le monde professionnel et la sphère publique, puisqu'on va parler aussi des transports en commun. Donc on a dans la pièce un panel assez large de la société et des situations de violence vécues par les femmes. 80% des femmes en situation de handicap ont été victimes de violences, une situation dénoncée à travers cette pièce. Certains individus, et il y en avait un ce matin, se croient autorisés à avoir à mon égard des gestes discrètement déplacés, assurés qu'ils sont que ma cécité ne me permettra pas de les identifier. 4 victimes sur 5 ne portent pas plainte. La pièce rappelle l'importance du rôle des associations. J'ai vécu exactement la même chose que vous. Votre vie tourne autour de la violence et de l'humeur de votre tyran. Vous n'êtes plus qu'une chose qui tremble. L'arbre à mots, témoignage des violences physiques mais aussi psychologiques reprises dans la pièce, un constat prenant pour les comédiens. Ça interroge les mécanismes, même au quotidien, qu'on peut rencontrer aussi en soi. Tout ce qui rabaisse, tout ce qui diminue, tout ce qui fait de soi un objet. Donc il y a beaucoup de choses qui résonnent dans le texte. Après la pièce des coups et du silence du théâtre interactif, les spectatrices ont pu se mettre en scène avec les comédiens concernant les thèmes évoqués durant le débat, une façon de déclencher la prise de parole. C'est pour avoir une plus grande conscience de ce qui se passe. Le mari, il est parfois considéré comme quelqu'un de très bien, quoi. Un type bien, qui s'occupe de ses enfants, parce que lui fait passer aussi ce message via d'autres personnes. Donc c'est trop facile. Il faut que les gens y prennent conscience, mais il faut donner un peu de la place aux pièces comme ça, justement. Le service de prévention et sécurité de la ville de Trappes a rappelé les permanences de psychologues. Un recueil avec les différentes structures d'aide a été remis au public. De la culture pour toutes et tous, Magny-les-Hameaux vient de lancer son portage culture, une action pour l'amener au sein des foyers. Le point avec le maire de la commune.
Bertrand Houillon, déjà, qu'est-ce que le portage culture ? Le portage culture, c'est un principe assez simple. On a l'habitude de porter à domicile des repas, par exemple. Et ben là, on apporte de la culture à domicile. C'est-à-dire que c'est pas les gens qui vont dans une salle de spectacle, qui vont à une exposition. C'est des morceaux de musique ou peut-être à terme des livres ou d'autres choses qui viennent chez les gens. Et donc, par exemple, on peut avoir de la flûte, la flûte traversière, qui s'invite chez les gens pendant une demi-heure, 1 heure. Et en même temps, ça permet de dialoguer autour d'un morceau de musique. Mais pourquoi vous avez mis cela en place ? C'était une demande des habitants, une demande peut-être des services, un besoin que vous avez identifié au fil du temps ? Il y a un besoin de lutter face à l'isolement des personnes. On a mis un certain nombre de services dans ce cadre-là. On a, je le disais, le portage à domicile des repas qui existe depuis de nombreuses années, qui ne concerne pas que des seniors, qui concerne vraiment toute personne qui peut être isolée à un moment donné, par exemple avec un handicap momentané ou à long terme. Donc on amène des repas qui sont confectionnés. Ça permet aussi d'avoir un échange, un dialogue avec la personne qui les amène. On a également développé un réseau de bénévoles qui viennent visiter les personnes isolées pendant une demi-heure, 1 heure, boire un café, échanger une part de gâteau. Parfois aussi, ça va jusqu'à aider un petit peu à faire les courses. Pour les courses, par exemple, on les aide aussi, on les transporte. Ces personnes qui n'ont pas forcément trop de moyens de déplacement. Donc on a un certain nombre de dispositifs comme ça qui permettent de lutter contre l'isolement. Et puis, dans les réflexions qu'on a menées avec le comité consultatif senior, donc qui regroupe des habitants volontaires pour pouvoir discuter de la politique senior sur la commune, l'idée est venue de dire, après tout, plutôt que de forcer des gens à aller sur des spectacles où ils n'iraient peut-être pas forcément, ils n'en ont pas forcément les envies, c'est pas forcément les bons horaires, pourquoi pas leur amener tout simplement de la culture. Et l'idée est venue de là. Et puis ensuite, les services de la commune ont travaillé sur tout ça, ont étudié les possibilités avec les associations, puisqu'il y a une démarche citoyenne aussi, puisque ce sont des bénévoles qui le font sur la commune. Et puis on a commencé à imaginer des dispositifs qui permettent tout simplement d'amener comme ça pendant 1 heure de la musique. Pour l'instant, on en est là. Pour le moment, c'est de la musique. Notamment, vous parlez d'associations. Je sais que la première à se proposer, c'est les Amis de la Flûte. Un mot sur eux. Est-ce qu'ils ont été partenaires depuis le début de la pensée du projet ou ils sont arrivés un petit peu après en sachant? Alors, la réflexion du projet s'est faite dans le cadre d'un comité consultatif senior, donc avec principalement des seniors qui se sont investis pour pouvoir justement imaginer des actions vis-à-vis de leurs concitoyens. Et de cette démarche, donc, on a proposé aux associations culturelles de la commune, toutes ont un regard plutôt positif, après ça demande à être mis en place. Les Amis de la Flûte, qui est une association encore récente sur la commune, qui est un regroupement d'habitants qui font de la flûte traversière. Et donc ils ont monté un groupe en fait de flûte traversière. Ils interviennent régulièrement sur des animations de la commune et directement plusieurs de leurs adhérents ont dit moi ça m'intéresse, je veux bien participer à cette innovation. Quand est-ce qu'on commence? Voilà. En gros c'est ça. Très motivés. C'est de la démarche volontaire tout simplement. Et du coup, ils nous ont même pris de court parce qu'aujourd'hui, on a donc des personnes qui sont volontaires pour aller chez des gens, proposer donc un petit morceau de musique. Et puis maintenant, donc la démarche va commencer pour pouvoir trouver, répondre à des besoins aussi de la part d'habitants. Justement, si un habitant est intéressé, quelles sont les démarches pour accueillir les associations bénévoles? Alors, il y a plusieurs types de démarches. D'abord, la personne elle-même qui se sent isolée contacte le service senior de la commune et ensuite on mettra en relation, on présentera la personne bénévole qui viendra chez eux et puis après ça se fera tout simplement. Il n'y a pas de démarche d'inscription, de choses compliquées à faire. C'est juste une mise en relation. Après, on peut aussi avoir le fait de voisins qui voient des habitants qui leur semblent un petit peu isolés, qui leur semblent pas forcément en super forme aussi. Ces habitants-là peuvent aussi nous donner le contact. Nous, le service senior ira faire la démarche, ira présenter aussi notre mode de fonctionnement et puis peut-être qu'après ça donnera
l'idée d'accepter ce type de portage de culture à domicile. Et pourquoi pas imaginer aussi des pièces de théâtre, des séances de lecture? Tout est imaginable. On a déjà dans la réflexion certains retours qui nous disent pourquoi pas partager de la lecture. Voilà. Venir avec des bouquins, échanger des bouquins dans ce cadre-là. On a un certain nombre de boîtes à livres qui ont été déployées sur la commune, mais maintenant, au lieu d'avoir la boîte à livres dans la rue, on irait chez les gens et puis ça leur permet de discuter, de faire un petit peu de lecture, voire de lire des livres à des personnes qui n'auraient pas forcément la capacité de les lire en termes de vue. Donc ça, voilà, c'est dans les réflexions. Après, encore une fois, on peut tout imaginer. Le tout, c'est de créer de l'échange autour d'une démarche de culture, de s'enrichir mutuellement. Merci Bertrand Houillon. Alors pour bénéficier du portage culture, plusieurs services de la ville sont concernés. Il faut les contacter. À l'occasion des fêtes, pourquoi ne pas vous replonger dans les films Disney? Le Ciné7 d'Elancourt vous propose 3 rendez-vous. Avant Cendrillon et Aladdin, vous allez pouvoir revivre les aventures de Pocahontas le dimanche 16 décembre. C'était la fille d'un chef. Elle a l'esprit de sa mère. Elle va partout où le vent l'emporte. Viens, dépêche-toi! Elle ne connaissait que la liberté. Et pas comme la dernière fois. Il était explorateur à la découverte du nouveau monde. En avant! On n'est pas venu jusqu'ici pour rester à bord. Espérons qu'ils n'ont pas l'intention de rester. Veillez bien à ce que ces moins que rien ne perturbent pas notre mission. Tout les séparait, mais leur destinée allait les réunir. Après Pocahontas, Peter Pan dans un dortoir. 5 adultes renouent sur leur état d'enfance et s'inventent un monde imaginaire autour de Peter Pan, Wendy et le capitaine Crochet. Jamais s'inspire librement des aventures trépidantes du garçon qui ne veut pas grandir. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? On est ce que l'on s'appelle. Moi, je m'appelle Peter Pan. Et toi? Comment tu t'appelles? Oh, ça y est, je vole. Au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, vous pourrez vous émerveiller des prouesses des 22 acrobates de la compagnie XY. Il n'est pas encore minuit, s'interroge sur le rapport du groupe de chaque individu. Extrait. Il décrypte l'art, fait se côtoyer Pamela Anderson et Bergson. L'humoriste belge Alex Vizorek est sur la scène du Prisme d'Elancourt ce samedi, regardez. L'art, c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on ne peut pas en faire. Ça, Nadine Morano l'a bien compris. Lequel des deux est un tableau fauviste? Il y a un piège. Sachez que Malevich, il n'était pas hyper content de son travail. Non, mais pourtant, il n'avait pas dépassé. Vraiment, pendant le spectacle ce soir, on va parfois apprendre des choses et puis, de temps en temps, une petite blague de cul pour récupérer tout le monde. Vous voyez, hein? À plaisir, c'est une parodie qui vous attend, celle de Ben Hur. Avec un regard humoristique et satirique, la pièce revisite le célèbre péplum à découvrir au théâtre Espace Coluche. La guerre, c'est la faiblesse des hommes. La paix, c'est la force des idées. J'ai pas compris. Moi, prince de Judée, je serai toujours là pour vous. Moi, prince de Judée. Mais Salah est revenu. Ouh, mais Salah est revenu, mais Salah est revenu. Non, madame, c'est à vous de comprendre les romans.
Excuse-moi, mais ça là, on sonne à la porte. C'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mardi prochain.